Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo dédiée à Kubernetes. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est quelque chose qui aide les youtubeurs à être mieux référencés, à faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment, ce serait vraiment cool de le faire. Mettez des pouces bleus aussi, très important, que ce soit sur cette vidéo ou toutes les autres vidéos que vous voyez. Essayez de participer et m'aider à animer cette chaîne. Et puis également les commentaires, mettez juste un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Quand vous passez, j'aime beaucoup les gens qui mettent juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, peu importe, sur chaque vidéo. Comme ça, je vois un petit peu l'évolution des gens et franchement, ça booste vraiment très très fort ma motivation quand c'est comme ça. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez me booster encore plus, cliquez sur rejoindre en dessous de la vidéo. C'est un très très bon moyen pour me soutenir et m'aider. J'achète vraiment beaucoup de bouquins pour la chaîne. Donc du coup, c'est un moyen de m'aider à avancer dessus. Alors, concept et définition, si vous voulez voir les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, vous avez plus de 1700 vidéos, et allez voir la playlist dédiée Kubernetes. On va aujourd'hui s'intéresser concept et définition à, on va dire, une partie un petit peu plus, macro pour l'instant, sur ces concepts et définitions, avant de passer dans la vidéo suivante à l'architecture. Mais on va poser justement ces changements de concept et changements de paradigme qu'apporte Kubernetes. Et il n'y a pas que Kubernetes, c'est globalement aussi l'infra as code et l'ensemble de ces éléments qui apportent ce changement de paradigme. On va se faire une courte vidéo dessus, l'idée étant de faire un petit focus, essayer de se cantonner à des petits focus pour éviter d'avoir des vidéos trop longues et que vous puissiez les regarder assez facilement. Alors, le paradigme, le changement de paradigme, pour moi, pour Kubernetes, comme je vous disais, l'infra as code ou encore d'autres outils, pas seulement cela, la containerisation aussi repose sur ce mode impératif déclaratif. Eh bien, ce paradigme, c'est ça. C'est le caractère mode impératif versus mode déclaratif. C'est, on va dire, un des plus gros changements aussi. On a vu déjà beaucoup de changements, mais au cours de cette dernière décennie, on va dire, un peu plus qu'une décennie. Et c'est important de le comprendre parce qu'il est au cœur même de l'architecture de Kubernetes. Vous allez le voir par la suite, vous allez le voir dans la prochaine vidéo quand on va parler architecture. Tout passe par l'API de Kubernetes et cette API est le point d'entrée pour le système déclaratif qui permet de faire fonctionner le cœur de Kubernetes ou en tout cas la partie orchestration de Kubernetes. Et ça c'est important à comprendre parce que derrière ça apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de changements d'approche également qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors le mode impératif, on va dire ça c'est un peu le mode legacy. Alors c'est faux de le dire comme ça parce qu'on utilise encore du mode impératif et c'est souvent du mode impératif qui est utilisé par du mode déclaratif finalement quelque part. Comment on peut se le représenter ça? C'est en fait dès lors que l'action est exécutée directement par le demandeur, on va dire quelque part. Par exemple, si je veux installer sur une Debian avec apt un Nginx, je vais faire sudo apt install Nginx. C'est moi qui ai décidé d'installer Nginx, c'est moi qui fais l'installation de Nginx à travers apt, mais directement, quand j'ai choisi de le faire, ça va être fait au moment où j'ai choisi de le faire, tout de suite maintenant, et dans les conditions exactement que j'ai déterminées moi-même. L'avantage de ce système impératif, c'est qu'on a vraiment un contrôle fort de l'action qui est réalisée, parce que c'est nous qui choisissons de le faire, au moment exact où on souhaite le faire. Et ça, ça a des intérêts d'avoir un contrôle fort, c'est qu'on sait exactement ce qui est réalisé. C'est un peu la différence avec le temps réel et la synchrone aussi, ça pourrait être ça, si on faisait un parallèle complètement déconnecté du contexte actuel. Mais là, donc il faut comprendre ça, c'est le contrôle absolu un petit peu de l'action qui est réalisée. Mais le problème et la contrepartie de ce type d'action, c'est que c'est à vous de manager l'intégralité de cette action. C'est-à-dire que le Nginx, par exemple, s'il est déjà installé, à vous de voir. Alors bon, apt va vous aider, c'est pas forcément le meilleur cas. Je le fais avec apt install cet exemple-là, mais c'est pas forcément le meilleur cas. Mais apt va aider à manager, mais néanmoins, c'est vous qui allez être
en grande partie décisionnaire sur ce genre d'action, et c'est vous qui allez manager de bout en bout. Alors si on avait plusieurs actions sur le Nginx, ce serait mieux, donc la configuration, etc. Bah, c'est vous qui allez de bout en bout exécuter les actions, faire avec votre Vim l'édition du fichier de configuration, l'édition du vhost, faire le reload du service Nginx, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Et si on devait le résumer par une phrase, ce côté impératif, c'est on décrit le comment on doit faire quelque chose. C'est le comment, c'est vous qui allez vraiment le décrire et dans le détail, et c'est vous qui allez être obligé de le gérer. C'est-à-dire que si vous oubliez une étape, il y a de fortes chances que cette étape-là pose problème et il va falloir la corriger, sinon vous plantez votre système impératif. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est à mettre en opposition au mode déclaratif. Alors le système déclaratif est vraiment intéressant parce qu'il permet en plus de découpler, on va dire, un niveau de connaissance, ou en tout cas une approche complètement différente de la chose. Derrière, par exemple, en impératif, on va avoir besoin parfois de personnes qui vont faire plus de run, par exemple, ou activer des actions vraiment procédurées. Alors qu'en mode déclaratif, finalement, ça va être plutôt quelqu'un qui va avoir une approche différente et qui va décrire ce qu'il veut, mais lui va passer plus de temps, par contre, à concevoir un ensemble au-dessus de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Alors l'idée du déclaratif, c'est quoi? C'est on va décrire l'état final et on va avoir un système qui va le gérer pour soi, qui va s'assurer que ce que nous, on a décrit va se passer. Par contre, on ne sait pas quand ça va se passer. Alors bon, bien sûr, le but, c'est que ça se passe le plus tôt possible. Hein. On ne va pas lancer et créer des pods Nginx dans Kubernetes et puis se dire, bon, de toute façon, je repasse dans 10 jours parce que finalement, il va faire ça quand il veut. Là, ça poserait un problème. Mais il va faire au mieux, au plus tôt, bien sûr, et dans les meilleures conditions, mais il va gérer tout le back-end qui est derrière. Par exemple, là, si on prend notre cas du Nginx, nous, on va dire, voilà, moi, je veux un Nginx, il va être comme ci, comme ça, telle version, et j'envoie les choses, et il y a quelque chose derrière qui va faire l'installation qui va bien avec, ça pourrait être un Ansible ou autre, à côté. Du coup, vous l'avez deviné, en opposition au mode impératif, on a moins de contrôle sur les actions qui vont être réalisées. C'est-à-dire, on a une espèce de boîte qui va faire pour nous l'ensemble des choses. Ça peut être une difficulté, mais c'est aussi un gros avantage, c'est que c'est pas à vous de manager, de créer ces actions, et il va y avoir des gens qui vont travailler pour vous pour le faire aussi. Hein. Par ailleurs, on est dans le monde de l'open source, comme je vous le disais déjà dans les vidéos précédentes, c'est que vous pouvez contribuer à l'open source, mais vous bénéficiez aussi de plein d'équipes de développeurs à distance finalement, qui ne font pas partie de votre société, et pour lesquels vous n'allez pas forcément payer pour pouvoir accéder à leurs services. Alors, ça ne veut pas dire qu'en retour, il ne faut pas non plus contribuer à la communauté, sinon ce serait un petit peu dommage, et ça serait à sens unique. Bon, voilà, un petit peu dommage. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que ces actions-là, il va y avoir, et même potentiellement des experts dans ces domaines-là, qui vont décrire les actions, par exemple, pour l'installation du Nginx ou autre. Donc en gros, on avait le comment on doit faire l'installation du truc avec l'impératif. Et là, on a finalement qu'est-ce que l'on veut installer, c'est tout. On va décrire qu'est-ce que l'on veut installer, et derrière, on va avoir un système qui, sur cette base de déclaration, et là, on voit tout de suite les langages qui ressortent, généralement le YAML, hein, qui lui a été propulsé par ce changement de paradigme, et le YAML, même parfois, quand on veut pousser un petit peu plus loin, faire, on va pas dire parodier, mais pousser un peu plus loin à l'extrême le raisonnement pour déclencher des déclics, on parle de YAML engineer, par exemple, de personnes qui vont faire du YAML. Alors c'est un peu exagéré que de le dire, mais néanmoins, voilà, notre système actuel en informatique passe beaucoup à travers de ces langages, alors qui sont connus parfois comme des langages de programmation, mais qui sont des langages descriptifs finalement, parce que l'action est réalisée par autre chose, et on ne met pas forcément les mains dedans. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'y met jamais les mains dedans. Alors ça, c'est au cœur même, ce changement de paradigme de Kubernetes. On va pas voir dans le détail aujourd'hui, ça sera l'objet de la prochaine vidéo, les différents comment on va dire, les différents composants de Kubernetes, mais on va en retenir deux choses dans Kubernetes. D'un côté, on a les masters, de l'autre côté, on a un ou des workers, et le but de la fonction de ces masters combinés à des agents au niveau des workers, ça va être justement d'assumer et d'assurer la fonction déclarative que met à disposition Kubernetes.
Donc nous, on va passer à travers un client, donc ça peut être kubectl, on va en reparler, une librairie, du curl ou d'autres moyens encore, et on va passer à travers une API qui se situe ici, donc la Kube API Server. D'ailleurs, je pense qu'on peut virer le petit tiret qui est là, et cette API va être une interface avec l'utilisateur pour recevoir ce mode déclaratif, le stocker dans une base de données qui s'appelle etcd, et ensuite, via un système à base de boucles de réconciliation et d'algorithmes pour pouvoir calculer où est-ce qu'on va positionner les éléments en fonction de ce qu'on a au niveau de nos workers grâce à un agent qui s'appelle Kubelet, et bien tout ça va être réparti au niveau de notre cluster, installé, managé. On va aussi avoir une gestion de l'auto-guérison qui va avec, du scaling, etc. Mais tout ça repose et met surtout à disposition, pas repose, mais met à disposition vraiment un mode déclaratif. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque derrière, il va gérer l'ensemble des états possibles et tenter de toujours assumer l'état que vous avez déclaré et essayer de le garantir à tous les coups. Et ça, c'est au cœur même vraiment de cette architecture de Kubernetes qu'on verra lors de la prochaine vidéo. Alors du coup, on a dit, il y a les masters d'un côté, il y a les workers de l'autre. Les masters, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on appelle la control plane. Donc vous voyez, tout de suite, on retrouve ce management de l'aspect déclaratif. Alors le control plane pour le contrôle finalement du cluster, de l'état du cluster, que ce soit des briques couche basse, on va dire, donc les workers, est-ce qu'ils sont fonctionnels, et puis les briques applicatives qu'on va installer sur ce cluster, eh bien c'est les masters, cette control plane qui va permettre d'assumer et d'assurer, de garantir que ce qui a été déclaré est maintenu et est maintenable. Alors derrière, donc les masters, eux, ils reçoivent, comme vous l'avez vu tout à l'heure, via une API des instructions qui vont stocker dans une database, et cette database va être au cœur du système pour pouvoir stocker à la fois ce que l'on déclare et ce qui est présent sur les serveurs, les confronter l'un et l'autre pour derrière en déduire des actions à réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Les masters aussi, c'est eux qui vont recevoir ces fameuses connexions clientes vers l'API serveur de manière sécurisée, authentication, authorization, donc à la fois l'autorisation de la connexion, mais aussi la gestion des droits qui va avec. Ça peut être par la CLI de kubectl, par exemple, mais des librairies ou autres. On a besoin aussi, au niveau des masters, généralement, d'avoir un nombre impair. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions de protocoles, notamment les protocoles Raft, utilisés par exemple par la database qui est utilisée par Kubernetes, qui se nomme etcd, et qui va permettre derrière d'assurer et d'élire un leader et des followers. Pour pouvoir avoir une élection, pour éviter d'avoir un vote, on va dire, pas nul, mais un vote identique, eh bien, il faut avoir un nombre impair, c'est un principe un petit peu de base. Et du coup, ces masters ont vraiment une vocation à s'assurer que ce que l'on décrit est bien réalisé et que le cluster est bien fonctionnel et prêt à assumer cette fonction-là. À côté, donc du coup, on a les workers. Les workers, souvenez-vous, on a parlé lors de la vidéo précédente de topologie également. C'est là où cette topologie va aussi agir, c'est-à-dire que les workers, on peut avoir un profil de serveur donné, mais on peut avoir différents profils de serveurs donnés, avec des GPU, sans GPU, ARM, pas ARM, etc. Et donc on va pouvoir typer ces workers et adapter les workflows les workloads qu'on va installer sur ces workers-là. Et ça, c'est pas nous qui allons le faire à la main, ça va être toujours en mode descriptif, et ce sont les masters qui vont décider de où on va placer quoi, et qui vont se baser sur un agent pour pouvoir installer les choses. Les workers, c'est eux qui fournissent finalement le compute, donc les capacités de calcul en RAM, en disque, alors en disque pas toujours, on peut avoir du stockage externe bien sûr, en mémoire également, ou en GPU, etc.
Et derrière, c'est aussi cette partie-là sur laquelle on peut jouer pour pouvoir avoir finalement des économies de dépenses, hein, tout simplement. Donc ces workers-là, c'est un peu le nerf de la guerre. Autant sur les masters, on va avoir un bloc un peu fixe sur les masters. Les masters, même dans les modes Kubernetes managés au niveau des cloud providers, assez souvent, les masters, vous n'y avez même pas accès. Vous savez peut-être même pas qu'ils existent parfois. Ça dépend vraiment des cloud providers. Des fois, on n'y met pas les mains non plus. Des fois, on y met un petit peu plus les mains. Ça dépend des cloud providers et du service manager des cloud providers. Mais à côté, les workers, par contre, c'est là où vous agissez. C'est là où vous allez pouvoir étendre le nombre de workers, éventuellement créer des pools de workers pour gérer justement cette fameuse topologie et ce profil de serveurs mis à disposition. Et aussi, c'est là où est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que ces pools de workers, on va pouvoir les étendre ou les réduire en fonction du cas d'usage. Et assez souvent, les cloud providers fournissent ce qu'on appelle de l'auto-scaling de cluster, cette fois-ci, pas de pod. Et finalement, l'auto-scaling de cluster, c'est là où il y a souvent beaucoup à gagner financièrement. Autant l'auto-scaling de pod peut permettre de mutualiser de la ressource jusqu'à un certain niveau, mais le fait de réduire le nombre de serveurs, c'est surtout là où finalement on va pouvoir économiser de l'argent, puisque dans le cloud, on est facturé en fonction de l'usage. Donc plus on va pouvoir s'adapter réellement à la consommation, normalement, plus on peut potentiellement, en tout cas, faire des économies. Alors au cœur de tout ça, il y a un objet qui est important à introduire très tôt, et je veux l'introduire avant la description de l'architecture, parce que c'est l'objet un petit peu symbolique, logique de Kubernetes qui s'appelle le pod. On va en parler aujourd'hui, ce qui va permettre d'éviter d'en parler trop dans la prochaine vidéo, et surtout d'intégrer plus facilement les concepts qu'on va voir dans l'architecture de Kubernetes, puisque ça repose aussi en partie un petit peu sur cette notion de pod, et le management surtout de ces pods. Un pod, c'est quoi? C'est une unité au niveau de Kubernetes, c'est la plus petite unité que connaît Kubernetes. Alors il connaît aussi les containers bien sûr, mais ce que lui va manager, c'est le pod. C'est vraiment, en tout cas, ce qu'on manage le plus couramment avec Kubernetes. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître cette brique logique. Ce pod, il peut être composé d'un ou de plusieurs containers. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, on va en reparler quand on va aborder le pod dans le détail. Là, aujourd'hui, c'est juste une introduction à cette notion de pod. Un à plusieurs containers au sein du même pod. Et l'intérêt d'avoir un à plusieurs containers au sein du même pod, c'est que un pod va permettre de mutualiser les namespaces entre différents containers. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le 127.0.1 d'un pod donné va être le même pour chaque container. C'est-à-dire que si j'ai un container C1 dans le pod P1 et que j'ai un container C2 toujours dans ce pod P1, eh bien si je fais un curl à partir du container C2 sur 127.0.1 et que j'ai mon serveur, par exemple un serveur Nginx ou autre qui répond et qui est lancé à travers le container C1, ce sera ce container C1 qui répondra. Et ça c'est très cool parce qu'en fait c'est valable pour l'ensemble des namespaces, hein, en gros. Et donc derrière, ça va permettre de partager cette isolation qui est normalement faite pour vraiment isoler chacun des processus, se dire, ok, là j'ai une couche cohérente d'ensemble qui va me permettre de gérer des containers qui vont être dans ces mêmes écosystèmes finalement, ce même contexte, et qui ont besoin de travailler ensemble. C'est par exemple un très très bon exemple, ça peut être la collecte de logs. Imaginons j'ai un container C1 qui est un applicatif qui génère des logs dans un var log de cet écosystème-là qui est le pod. Et bien ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir aller collecter à partir d'un container que je vais mettre juste à côté, ce qu'on appelle des sidecars finalement, un autre container qui lui a plutôt une vocation d'infrastructure, c'est-à-dire que ça va être un container de collection, de collecte, pardon, de log, et bien il va être capable du coup de lire le var log du container qui est juste à côté. Et ça c'est très très pratique, c'est qu'un petit usage, là, ce que je vous décris de ce qu'on appelle des sidecars, mais il existe en plein d'autres usages, et ça on reverra ça avec les notions de avec le pod un peu plus dans le détail par la suite. Je vous donnerai d'autres exemples pour bien visualiser tout ça. Donc ça c'est très important au niveau du pod.
Du coup, les pods, comme je disais, on est en mode descriptif. Donc là, on va juste avoir un aperçu de ce mode descriptif. Bien sûr, ça va être du YAML qui va être converti généralement en JSON à partir des clients qu'on va utiliser, par exemple kubectl. Et derrière, on va avoir une description des objets en question. Là, on prend l'exemple d'un objet pod. Vous allez voir que l'objet pod, finalement, vous le décrivez jamais. Vous allez passer par d'autres objets. On verra la notion de poupée russe qu'on verra par la suite, je crois, dans 2-3 vidéos. Mais le pod, généralement, jamais vous ne décrirez un pod directement. Vous le ferez par d'autres objets qui sont bien plus adaptés pour manager des pods. Et là, vous voyez, ce pod, en fait, on a un kind de type pod. On reverra par la suite l'API version, ce que ça représente. Il y a un nom de pod, donc c'est une metadata, là qu'on a appelé Nginx, et puis on va caractériser ce qu'on met à l'intérieur de ce pod là, donc on va mettre un à plusieurs containers, donc du coup on retrouve une liste de containers, pour ça on a containers avec un S, un truc magique, et vous voyez qu'on a un premier tiret pour décrire ce premier container qui s'appelle lui Nginx, donc dans le pod Nginx, on a un container qui s'appelle Nginx, une image Nginx qui va être lancée à travers ce container là et qui va répondre sur le port 80. Et puis on pourra avoir d'autres tirets name C1, C2, etc. pour avoir d'autres containers. On peut aller très très loin dans ce domaine. Donc il y a une partie générale, une partie qui est dédiée vraiment aux spécifications de l'objet en question. Et ça c'est important à l'avoir en tête. Alors dans la prochaine vidéo, c'est ça qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe quand on fait un kubectl, donc une commande kubectl, derrière, comment se déroule le cheminement qui est juste après, et quels sont les composants du coup à l'intérieur du cluster Kubernetes. Ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les CKA, par exemple, ce type de notion est importante à avoir en tête, donc on va le découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettez des pouces bleus, ça m'encourage, c'est vraiment cool, mettez un petit commentaire pour me faire coucou, et puis également, surtout, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.